Deuxième partie, accompagner les élèves dans le progrès technique en tenant compte de leurs émotions. J'ai retrouvé un article de Paul Goiran, donc un spécialiste de gymnastique. Gymnastique, risque, peur et apprentissage. Effectivement, si vous avez fait un peu de gymnastique, moi je sais que quand je suis rentré au STAPS de Rennes, il y avait le concours d'entrée et j'ai fait ce saut de cheval là, mais alors il n'était pas comme ça, il était en long à 1,35. Là, il est question de technique et il est question d'émotion. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai réussi. Effectivement, la gymnastique, on voit bien en quoi, à certains agrès, elle va faire émerger des émotions et notamment la question de la peur. Quand on propose judo à des élèves en EPS, on sait qu'il y a la peur du contact avec le corps de l'autre. Il y a éventuellement la peur de la chute. Quand on propose en EPS des cours de la course de haie, on sait qu'il y a une peur de se cogner dans la haie ou de tomber. Et donc, on a des incidences au niveau technique. Au niveau technique, en combat, ça donne ça. On reste à distance de l'adversaire parce qu'on a peur du corps à corps. Donc, ça a des incidences sur la technique. En haie, vous le savez tous, du coup, on va sauter de telle manière à s'assurer de ne pas tomber. En danse, aller sur scène, on voit bien en quoi être capable de témoigner d'une motricité expressive face à un groupe de spectateurs, on voit bien en quoi ça génère potentiellement aussi de la peur. Quand on emmène des élèves au début à la natation, certains sont extrêmement heureux, extrêmement à l'aise. D'autres, on sait qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse vis-à-vis du monde aquatique. Ce qui est intéressant, c'est de bien avoir à l'esprit que c'est pour les mêmes raisons, sont les mêmes caractéristiques des APSA qui génèrent la peur chez les débutants et qui suscitent la passion chez les spécialistes. C'est-à-dire que la gymnastique à haut niveau, les émotions positives, elles viennent de la prise de risque, du fait qu'on va faire un saut de lune sur un cheval à 1,35. C'est l'acrobatie, le renversement qui va générer la joie. Quand on fait du combat, judo, qu'on est à haut niveau, on va rechercher le corps à corps. C'est la lecture des sensations dans le contact avec le corps de l'autre. Là, quand on fait du saut de haie, le plaisir va venir d'une technique où on sent qu'on rase les haies et on va presque aussi vite que s'il n'y avait pas les haies. Dans les disciplines artistiques, le plaisir vient du fait qu'on est sur scène et que les gens nous voient. Et évidemment, on va prendre plaisir à faire de l'apnée ou à descendre sous l'eau. Donc c'est intéressant ça. Et on comprend que le rôle de l'enseignant d'EPS, c'est justement d'accompagner l'élève à dépasser certaines peurs et ensuite à entrevoir du plaisir et peut-être la joie de progresser. Donc ça, c'est aussi une autre composante de cette EPS des émotions ancrée dans la culture des APSA. Et on a essayé de modéliser un continuum. Alors évidemment, on va pouvoir le discuter très vite, parce que la peur, je l'ai située au début, et on sait très bien que la peur, elle est permanente. Mais n'empêche que, si vous voulez, c'est pour se donner un petit peu une perspective. Là, on n'est plus uniquement sur émotion positive, émotion négative. Émotion à valence positive, émotion à valence négative. On est sur certaines émotions. Effectivement, prendre en compte la peur, ça peut être après, mais c'est souvent quelque chose qui renvoie aux débutants d'activité. Puis ensuite, il y a la question du plaisir hédonique. Donc là, le groupe plaisir de la EPS défend très fortement le fait que l'entrée doit se faire dans l'hédonisme. L'hédonisme, c'est le jeu, c'est aussi le plaisir d'affiliation. Et puis ensuite, il y a l'idée d'introduire du déplaisir, l'insatisfaction. Nicolas Terré et Carole Sève ont fait un bel article où ils expliquent évidemment que les émotions à valence négative sont tout aussi importantes dans une perspective d'éducation physique que les émotions à valence positive, à condition de pouvoir les dépasser. Ensuite, accompagner vers la joie de progresser. Vous savez que la joie, c'est le plaisir de se sentir compétent, de sentir qu'on devient plus efficace, plus efficient. Ensuite, il y a un plaisir lié à l'autonomie. En arrière-plan, c'est la motivation d'autodétermination. Et puis, peut-être que ce que l'on recherche, c'est
La relation de plaisir durable aux absents pour les élèves, et donc peut-être l'émergence d'une passion pour les absents. Donc ça nous donne un continuum. Évidemment, quand on est avec des sportifs de haut niveau, je sais pas, le Brest-Bretagne handball par exemple, club de haut niveau handball, c'est Raphaël Tervel et Sandrine Mariot qui coachent cette année. Et en fait, on travaille un peu avec elles. Elles font des jeux à l'entraînement. Elles insistent sur le ludique. Donc, bon, vous comprenez mon idée, hein, c'est un élément de nuance. Évidemment, c'est pas aussi linéaire que ça, c'est plus systémique. Alors, sur la peur, je vais faire un peu une focale parce qu'on a un peu travaillé la question. Au départ, c'est Lucas Simon Malray et Adrien Pérez qui ont fait un très bel article. On le trouve dans un des dossiers de la EPS. Un très très bel article sur la peur dans l'enseignement de l'escalade. Est-ce que c'est un problème pédagogique? Oui. Et en même temps, c'est une expérience à faire vivre. C'est un des premiers textes, depuis celui de Guaran, là, que j'ai retrouvé, où la peur, elle est vraiment abordée de manière centrale. En escalade, on comprend pourquoi. Et donc, si je synthétise un petit peu leur réflexion, accompagner les élèves et la peur des élèves, ça doit se penser dans une logique en lien avec un processus de familiarisation à l'escalade, au monde de l'escalade. Le principe de familiarité, quand le monde dans lequel on est devient familier, il devient rassurant, et donc c'est le processus qui amène à une réduction progressive de la peur. Et pour ce faire, ils évoquent 3 leviers. Le premier, c'est la répétition. Il faut s'engager, il faut faire l'expérience de la peur. Et il faut répéter, parce que c'est comme ça qu'on construit un micro-monde familier. Par contre, évidemment, on va répéter dans des conditions progressives. Donc là, ce principe-là, il est absolument essentiel. Et enfin, un troisième principe, c'est de donner du contrôle aux élèves. Quand ils le veulent, ils peuvent arrêter. Donc il y a 3 principes qui structurent leur démarche pédagogique et qui visent un processus de familiarisation qui fait que les élèves vont progressivement accepter davantage de prendre des risques, etc. Si je mets une focale, le principe de progressivité, ils expliquent qu'en escalade, on peut jouer sur différentes variables, notamment la hauteur, la fatigue, l'équilibre, l'incertitude. Et ce qui est très intéressant, en tant que spécialiste d'escalade, il montre bien que la progressivité, elle doit se faire en choisissant. On va travailler sur un des pôles, mais on va élever un pôle en termes d'exigence, mais on va réduire l'exigence sur les autres. Et puis au fur et à mesure, on augmente de telle manière à élargir l'expérience de l'élève. Alors suite à cet article, avec Teddy qui est là aussi, on s'est dit, évidemment en escalade c'est un problème intéressant, mais en fait la peur en EPS c'est une émotion qui n'est pas abordée, qui est rarement abordée. Le plaisir, c'est l'émotion qui a donné le plus lieu à réflexion. Et donc, le dernier numéro de la revue EPS, j'espère que c'est pas à cause de nous, hein, c'est pas à cause de nous, il y a un numéro sur la peur en EPS. Je vous le présente très rapidement. Donc, dans un premier texte, on positionne la peur au niveau de la société, de l'école, puis de l'EPS. Alors, je ne vais pas faire long, vous voyez bien qu'on est entré dans des sociétés où la peur est relativement présente. En lien avec les médias et puis ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des réflexions, ça fait longtemps aux États-Unis qu'il y a repéré, les sociologues ont repéré cette montée de la peur et de l'utilisation de la peur aussi par les médias et les politiques. Puis on voit que là, progressivement, c'est quelque chose qui gagne. Ensuite, à l'école, la question de la peur, elle se pose aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que les enquêtes en France montrent que les élèves français ressentent assez souvent du stress, il y a des problématiques de dépression, de burn-out. La question de la peur de l'évaluation, la peur en plus renforcée par le numérique, les médias numériques, etc. Donc, c'est quelque chose à considérer. Puis en EPS, évidemment, dans toutes les APSA, potentiellement, la peur est engagée. Donc ensuite, il y a un deuxième article où on reprend
c'est Adrien et Lucas, reprennent leur réflexion sur la familiarisation, donc les différents principes, mais par contre, ils étendent au-delà de l'escalade. Ils expliquent que cette modélisation-là, ces principes, en fait, ils peuvent être transposés tout à fait dans les autres absats. Après, il y a Lucas qui a fait un très très bel article, où pour le coup, là, on a une opérationnalisation de la question des émotions et de la technique. Il fait un travail sur les théories dynamiques de l'apprentissage moteur, dont il n'est pas un spécialiste reconnu, c'est pas ça, mais par contre il a une bonne lecture des travaux de Linéaire, de Temprado, etc. Et il développe l'idée dont je vous avais parlé tout à l'heure, que les émotions sont un élément qui joue un rôle très important dans les bascules de coordination, dans un sens ou dans l'autre, et il va très loin sur les principes qu'un prof de PS peut envisager, sachant qu'il illustre pas mal en scat, mais il y a une transférabilité. Et puis avec Teddy, on a aussi envisagé dans un article la question de l'éthique. La peur de l'élève, c'est aussi une question éthique pour le prof. Quand quelqu'un a peur, est-ce que on doit l'écouter et respecter sa peur et attendre à un autre moment? Ou est-ce que, persuadé que l'élève peut réussir, on se doit de le forcer un peu, de l'accompagner, de le guider? On voit qu'ici se jouent des problématiques éthiques qui sont le cœur de l'activité de beaucoup d'enseignants de PS, évidemment. Hein. Là, la théorisation a été rarement faite. Par contre, les profs de PS au quotidien, ils scoltinent la peur, hein, ils scoltinent ces problématiques-là. Alors moi, je vais illustrer en handball. Dans un article de 2017, je travaillais une technique particulière, c'est le tir en handball, l'action de marque. Et en fait, je partais d'un constat, c'est qu'en EPS, on focalise à juste titre sur les objectifs d'attaque, écartement pour dépasser la grappe, progresser vers la cible adverse, mettre en place une défense homme-homme. Par contre, souvent, quand je vois des leçons de handball, le duel gardien-tireur, il est assez rarement proposé, ou en tout cas proposé de manière systématique. Alors moi, en tant que handballeur, c'est quelque chose que j'adorais. Tirer entre les jambes du gardien, mettre des roucoulettes, ou tirer au ras de la tête du gardien. Et donc, à chaque fois que j'ai fait des cours de PS et ensuite des cours avec des étudiants STAPS, j'ai toujours accordé un temps permanent dans toutes les leçons où on travaillait sur le duel gardien-tireur. Alors évidemment, le centre de gravité des leçons, c'était attaque-défense, hein, mais n'empêche qu'il y avait systématiquement ça. Et j'ai remarqué que les élèves, là c'est plutôt le premier point de tout à l'heure, les élèves et les étudiants étaient très motivés, très engagés de travailler sur ce type de technique. C'était très signifiant. Et surtout qu'en le travaillant à toutes les leçons, ils se sentaient progresser. Alors le dispositif était le suivant. On rajoute des buts de telle manière à avoir des ateliers. On positionne 4 élèves par atelier. Si on a 24 élèves, dans l'idéal, ça nous fait 6 ateliers. Parfois, j'ai travaillé avec des buts aussi rajoutés latéralement. En tout cas, avec des sixièmes quand on a de l'espace. Ce format pédagogique-là permet déjà beaucoup de répétitions. Si ça revient systématiquement à toutes les leçons, après l'explication de la première leçon, après ils savent mettre en place les ateliers, et puis ça enchaîne. Et ensuite, le principe qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la répétition, mais c'était surtout la progressivité. Et là, ce qui est déterminant, c'est le positionnement du défenseur et la pression du défenseur. Alors, en handball, je vous ai expliqué tout à l'heure en badminton, le fait que l'élève, au début, il est comme ça, et puis on veut l'amener en rotation centrale. Mais en fait, c'est exactement la même chose en handball. En handball, les élèves débutants, ils prennent impulsion pied droit, ils sont de face, et puis ils vont faire plutôt un geste de fléchette. Alors que la motricité du handballeur, c'est comme la rotation centrale, c'est pied gauche devant, puis on va avoir une dissociation segmentaire, et on va avoir un placement du bras ici. Donc on a une coordination initiale, et on a une coordination qui est spécifique à l'activité. Gauche, droite, gauche, je monte et je tire. C'est une technique. Du coup, ce que l'on observe quand on apprend cette technique à des élèves, c'est que quand il y a la pression d'un défenseur, eh ben, quand bien même ils arrivaient à cette bascule de coordination, en match, avec la pression du défenseur,
Ça revient à la coordination initiale. Donc c'est ce dont on a par le bas, il en parlait en 70, bon, rien de bien nouveau, hein, mais bon, c'est la réalité. Et du coup, là, je travaille à faire en sorte qu'il répète énormément, mais avec une progressivité. Si vous voyez, le premier atelier, c'est une situation de poursuite, donc le défenseur, il est en orange, et il est situé derrière, on peut même le mettre très très loin. Il y a quand même une pression défensive, mais a priori, l'attaquant, il ne va jamais être rattrapé. Le début de la situation, c'est le passeur qui donne à l'attaquant, puis il doit aller marquer. Puis ensuite, on a toute une progressivité. On va rapprocher, au fur et à mesure des réussites des élèves, on va rapprocher le défenseur, et puis ensuite, on passe à l'atelier 2, où le défenseur, il est sur la même ligne. Puis ensuite, le défenseur, il va être placé entre le gardien et l'attaquant, mais latéralement. Et puis ensuite, il est placé central. Ensuite, on va pouvoir éventuellement, dans une EPS un peu rêvée, on pourrait aller en plus vers des tirs au poste. Donc ici, si je reprends les principes de Lucas et Adrien tout à l'heure, la répétition, d'une part. Et donc il faut créer les conditions de la répétition, c'est penser les formats pédagogiques, faire en sorte que les gamins ils routinisent ce format pédagogique, ce fonctionnement. Hein. Ensuite, jouer sur la progressivité avec le placement du défenseur. Quelque chose d'intéressant aussi sur technique et émotion, c'est le gardien de but. Les élèves veulent assez rarement aller gardien de but. Là, il y a une question de peur, d'émotion. François Lavie, avec Félix Roussel, je crois que c'est Félix Roussel, avait proposé cet aménagement et il discutait dans cet article de savoir si c'était un gadget. C'est vrai que quand on regarde la photo, on peut se dire que c'est un gadget. Ou est-ce que c'est un outil fonctionnel? Le gardien tapis, c'est prendre au départ un tapis d'IMA et donc on va pouvoir gauler avec. Donc c'est le principe du bouclier. Effectivement, François Lavie, il constate d'emblée que les élèves qui ne voulaient pas les gardiens, ils vont tous gardiens. Ils vont tous gardiens parce que ça enlève la peur. Et non seulement il s'aperçoit que tout le monde veut bien aller gardien, mais en plus, jusque-là, les tireurs, c'est pas très intéressant, hein, on tire dans le but, le gardien il cherche à se protéger, c'est pas très intéressant. Là, à partir du moment où il y a le tapis, ça pose un problème aux tireurs. Et puis les défenseurs, il n'y a pas beaucoup de sens à défendre, parce que dès que les autres tiraient, ça rentrait. Là maintenant, ça donne du sens à la défense, puis ensuite du coup ça donne du sens à l'attaque. Réussir à placer un joueur en situation favorable pour marquer face au gardien tapis. Il y a une réflexion qui est très intéressante, pour prendre en compte les émotions des élèves. Alors pour le coup, on peut se dire aussi, ouais ok, mais par contre d'un point de vue technique, ça ressemble plus du tout à ce que ferait un gardien. On ne s'oppose pas corporellement aux trajectoires de balle. Mais c'est un peu comme le ballon bloqué en volleyball. C'est un temps de passage. C'est un temps de passage. Et ensuite, on pourra remplacer en prenant des ballons type sandball qui sont en mousse ou des softs là. On se les prend dans la tête, ça fait pas mal. Et du coup, on peut penser une progressivité, une évolution. Je vais terminer cette partie en vous racontant un petit peu une recherche qu'on a faite avec Teddy, où pour le coup, il est vraiment question de technique et d'émotion. Donc c'est en saut longueur. On a travaillé avec 7 lycéens, 5 garçons et 2 filles, avec des profils variés. Il y avait un seul spécialiste. Lors d'une leçon, on leur a demandé de faire 12 sauts avec un aménagement particulier, un dispositif particulier. 3 premiers sauts où il y avait uniquement un smartphone qui jouait la fonction de feedback vidéo. Donc l'élève prenait son élan, il sautait, il revenait regarder le feedback vidéo, puis il allait se replacer et ainsi de suite. Ensuite, il y a 3 sauts où on a ajouté une planche d'impulsion. Donc là, la planche d'impulsion, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une réflexion au niveau international en saut longueur pour remplacer la ligne par une planche, de telle manière à pouvoir permettre aux sauteurs de s'engager davantage. Et donc, on comprend, mais il y a toujours l'histoire de la possibilité de faire des records et la médiatisation qui est en arrière-plan. Ça fait débat. Les gens comme Carl Lewis, ils trouvent ça scandaleux, hein, c'est plus du saut en longueur. Mais voilà. En EPS, on s'en moque, on peut se servir de cette proposition. Ensuite, il y a 3 sauts où on a rajouté un petit obstacle d'IMA.
de telle manière, classique, à faire travailler sur les dimensions verticales et horizontales du saut. Et ensuite, 3 sauts où on est revenu à la configuration initiale, le feedback vidéo. Donc là, on a une technique bien identifiée. À partir de là, on a fait des entretiens d'autoconfrontation, parce qu'on avait filmé les 12 sauts, Teddy il a fait un montage, et ensuite on a fait des entretiens d'autoconfrontation. Vous devez savoir que les entretiens d'autoconfrontation avec les élèves, c'est souvent assez décevant, c'est très difficile. C'est très difficile faire expliciter, alors en particulier si on veut aller chercher au niveau des émotions, c'est pas évident. Là, on est vraiment tombé sur des élèves, on a été très agréablement surpris, c'était extrêmement intéressant dans le détail. On leur posait des questions à 3 moments, au moment où ils étaient au plot, au moment où ils atterrissaient dans le sable et au moment où ils regardaient le feedback vidéo. Donc ça faisait 3 temps et ensuite ça recommençait pendant 12 fois. Et donc à partir de ça, on a pu reconfigurer les dynamiques émotionnelles des 7 élèves, ce qui se positionnait aussi sur une échelle d'auto-estimation des émotions. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit le dispositif, a priori, on le trouve intéressant, mais et les élèves, qu'en pensent-ils? Du coup, principalement, on voit que là, ces 7 élèves, on ne peut pas transposer sur tous les élèves en EPS, mais ces 7 élèves, ils ont plutôt bien vécu le dispositif. On voit néanmoins que l'expérience est profondément singulière. On a plutôt une élévation au fur et à mesure des 12 sauts, si ce n'est certains qui se sont loupés lors du dernier saut. On voit aussi des petites inflexions pour certains élèves, mais pas pour d'autres, au moment où on a fait évoluer le dispositif. Par exemple, le saut 4, le saut 7, quand on rajoute un élément, pour certains élèves, il y a un temps de fragilisation. Mais pour certains élèves, non, ça ne pose pas de problème. Alors, on met ça en relation avec les performances. Là, vous avez le tableau avec l'évolution des performances. On a une élève, Héloïse, qui n'a pas beaucoup progressé, 0,05. Par contre, tous les autres ont eu une progression significative, sachant que simultanément, à côté, Teddy il avait réalisé la même chose avec un groupe contrôle, même si on n'a pas fait un travail statistique, mais sans l'aménagement, sans le dispositif, 12 sauts, et il y a une différence qui, de notre point de vue, et du point de vue de Teddy qui est spécialiste de son longueur, c'était significatif. Et puis simultanément, à partir des entretiens d'autoconf, on va chercher les connaissances. Qu'est-ce que les élèves construisent et comment est-ce qu'ils construisent les connaissances? Donc là, par exemple, il y a les connaissances motrices, des connaissances sur les perceptions, les connaissances stratégiques. Donc là, on est sur un registre de compétences méthodologiques, d'autorégulation. Et puis, il y a aussi les processus de construction des connaissances. Les émotions positives sont souvent associées à la validation de connaissances. C'est-à-dire que quand quelque chose a marché, naturellement, ça valide notre connaissance et donc on va avoir tendance à reproduire ce que l'on a fait. Par contre, les émotions négatives sont associées plutôt à l'invalidation de connaissances ou à de la construction de nouvelles connaissances. Donc, c'est quelque chose qu'on creuse encore aujourd'hui avec Teddy. C'est un recueil qu'on trouve extrêmement intéressant. C'est le premier où véritablement on va sur les relations entre émotion et technique de manière explicite.